Bonjour chères étudiantes et chers étudiants. Voici la version 4 du cours de sémiotique. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la syntaxe de surface du conte Pierre Lafèvre. Nous allons maintenant nous consacrer à la sémantique de surface. La sémantique de surface, c'est une manière de classifier les rapports de pouvoir entre les agents d'action pour voir quelles sont les lignes de force qui sont établies entre ces agents d'action et comment ces lignes de force se relient en fait à la sémantique profonde qui repose sur pouvoir être riche, ne pas pouvoir être riche, ne pas pouvoir ne pas être riche. Donc la sémantique de surface s'organise autour d'un schéma que l'on considère universel pour l'analyse de la narrativité, c'est-à-dire le schéma actantiel. Le schéma actantiel est composé de 6 éléments. Il y a le sujet qui est en quête de l'objet, ce qui est la base de toute narrativité. Il y a, pour aider ce sujet, des adjuvants, c'est-à-dire des éléments qui vont l'aider. Il y a des opposants et il y a un destinateur. Le destinateur, c'est l'élément qui donne le désir au sujet d'aller se mettre en quête pour cet objet particulier. Et évidemment, il y a un destinataire, c'est-à-dire celui qui gagne, celui qui obtient l'objet. Donc, 6 éléments, sujet, objet relié par un axe du désir, opposant, adjuvant relié par un axe de pouvoir, et destinateur, destinataire, 2 éléments qui permettent au sujet d'obtenir peut-être l'objet. Eh bien, dans Pierre Lafèvre, il est clair que le sujet, c'est Pierre Lafèvre, et que l'objet, comme on l'a vu dans la sémantique profonde, c'est d'être riche. Donc l'objet, c'est la richesse. Évidemment, dans ce cas, il y a des adjuvants. L'adjuvant, c'est la pierre magique, le petit cheval magique, le bâton et le bourdon, tandis que l'opposant, c'est la vieille qui à chaque fois vole les objets à Pierre. Quant au destinateur, celui qui finalement donne la mission d'aller chercher l'objet, la possibilité d'aller chercher l'objet à Pierre, c'est bien sûr Saint-Pierre qui est au ciel. Quant au destinataire, c'est-à-dire celui qui reçoit l'objet, eh bien celui qui reçoit l'objet, dans ce cas-là, c'est Pierre qui est victorieux. Évidemment, il y aurait pu avoir un autre récit. Il y aurait pu avoir un récit qui soit plutôt pessimiste, et à ce moment-là, ça aurait pu être la vieille qui aurait gardé les objets et qui aurait pu devenir riche elle-même. À ce moment-là, la vieille, en tant qu'opposant, aurait été destinataire. Mais évidemment, ici, nous avons un récit tout à fait optimiste, comme on peut en voir dans toutes sortes de situations où un personnage sujet obtient l'objet de désir qu'il veut. Prenons par exemple Bill Gates, sujet dont l'objet était certainement l'innovation et la richesse, et il a réussi à innover et à être riche en même temps, donc il est destinataire. Donc vous avez, il y a un schéma à peu près similaire entre Pierre Lafèvre et Bill Gates sur le rapport sujet-objet-destinataire. Bien, donc nous allons maintenant récapituler ce schéma finalement d'analyse du récit. Qu'est-ce que l'on cherche à faire quand on analyse un récit? On cherche avant tout à déterminer quel est le sens profond du texte, ce qui est finalement la base de l'optique grémassienne. Évidemment, cette optique est complètement différente d'autres approches littéraires ou narratives. Dans certaines approches littéraires ou narratives, ce que l'on cherche à faire, c'est de voir en quoi les textes ont des significations multiples. Mais dans l'analyse de Grémas, on cherche au contraire à éviter cela et à découvrir quelle est la vraie signification du texte. On a finalement une optique chez Grémas qui est plutôt platonicienne et je dirais en même temps chrétienne. On cherche une vérité du texte, tandis que, comme je l'ai souligné avant, il y a des critiques
Umberto Eco par exemple, Julia Kristeva par exemple, qui vont chercher, eux, ce qui fait que le texte a plusieurs significations et plusieurs interprétations. Ce n'est pas notre cas ici. C'est pour cela que nous avons déterminé que la structure profonde était pouvoir être riche, et finalement à la fin, à travers une syntaxe profonde, pouvoir être riche, ne pas pouvoir être riche, pouvoir être riche, ne pas pouvoir être riche, jusqu'à ne pas pouvoir ne pas être riche, qui détermine la syntaxe profonde, finalement, du conte Pierre Lafèvre, tandis qu'on a vu aussi que la syntaxe de surface était déterminée par les rapports de l'être du faire, la compétence, du faire-être, la performance, du faire-faire, la manipulation, et de l'être de l'être, et de l'être de l'être, la sanction, à travers un certain nombre de modalités qui combinent les éléments de la structure profonde, c'est-à-dire les contenus sémantiques, avec les agents d'action. La syntaxe de surface, comme la sémantique de surface, prend en charge non seulement les contenus sémantiques, comme le fait la syntaxe profonde et la sémantique profonde, mais elle combine à la fois cette structure, cette sémantique, aux agents d'action. C'est pour ça qu'on l'appelle syntaxe de surface et sémantique de surface. Donc le but, encore une fois, c'est de déterminer un petit nombre d'unités qui sont suffisamment générales pour pouvoir analyser à peu près de la même manière l'ensemble des narrativités qui sont produites sur la planète. L'autre but, c'est d'avoir un petit nombre d'éléments qui permettent de comparer les narrativités et de déterminer que, par exemple, une histoire qui concerne Bill Gates et une histoire qui concerne Pierre Lafèvre, malgré les différences qu'il peut y avoir au niveau des thématiques, au niveau des présentations discursives, au niveau de la culture, technologique ou religieuse dans le cas de Pierre Lafèvre, malgré cela, il y a des parcours syntaxiques et des sémantiques qui sont similaires. Dans les deux cas, il s'agit de pouvoir être riche et dans les deux cas, on arrive à être riche. Donc, il y a une similarité entre les récits, par-delà, finalement, les siècles qui ont inventé ces récits et les siècles où les personnages ont vécu. Donc, la sémiotique narrative a pour but d'essayer de trouver des éléments invariants, des éléments qui vont au-delà des thématiques, des inscriptions historiques, etc. Ce qui ne veut pas dire que ces éléments-là ne sont pas pris en compte, mais ils sont pris en compte après, dans un autre palier qu'on va appeler l'analyse discursive, avec les thématisations, avec les temporalisations, avec les spatialisations, mais cela, on ne le fera pas pour le moment en classe, et on va s'arrêter en fait ce qui est vraiment nouveau pour vous, c'est-à-dire cette question de la structure narrative et de la manière dont on peut l'analyser selon Greimas. Bien, nous reviendrons à ces analyses narratives quand on se consacrera au texte de Gabriel Roy intitulé La vallée Oudou, qui se trouve dans le livre intitulé Un jardin au bout du monde. Mais pour le moment, je veux passer au deuxième aspect de ce cours, c'est-à-dire la question des grands récits de légitimation. Qu'est-ce que c'est qu'un grand récit de légitimation? Eh bien, vous avez le texte de Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, qui en parle, et vous avez une illustration de la déconstruction et de la critique d'un grand récit de légitimation dans un livre publié par l'écrivaine montréalaise Louki Persianic, dans son livre qui s'intitule Le pique-nique sur l'Acropole. Alors, un grand récit de légitimation, c'est, si l'on peut dire, un récit qui est plus ou moins implicite ou explicite et qui se trouve présent à travers des milliers de textes, d'images, de discours, de romans, de textes de presse, de médias, etc., etc. Par exemple, dans un univers aristocratique, un des grands récits de légitimation, c'était d'affirmer que chacun a sa place et que chacun reste à sa place. Évidemment, la démocratie américaine
c'est exactement l'inverse. C'est que chacun peut changer de place, de contexte social, de statut social, peut devenir riche, autrement dit. Et cela se produit par un des grands récits qui couvre en fait les États-Unis et le Canada. C'est celui qu'on appelle le self-made man, c'est-à-dire l'histoire de cet enfant qui rêve d'être riche, comme Pierre Lafèvre, et qui finalement y parvient après de nombreuses péripéties et qui devient un des personnages les plus riches des États-Unis ou même de la planète, voire Bill Gates. Donc ce grand récit du self-made man, c'est quelque chose qui a été inventé il y a quelques siècles au moment où les États-Unis ont finalement diffusé leurs idéaux démocratiques, c'est-à-dire leurs idéaux qui affirment que l'individu est maître de lui et qu'il peut changer de place, qu'il peut changer de classe sociale, qu'il peut s'inventer, autrement dit, ce qui est très différent justement du grand récit qui couvre les sociétés aristocratiques où chacun a sa place et surtout reste à sa place, quelque chose que l'on peut voir symbolisé dans un film, dans une série de films qu'on trouve sur Netflix et qui s'appelle The Crown, où on voit toute l'histoire de la reine Elisabeth II analysée à travers des rapports de pouvoir particulièrement intéressants et complexes. Donc, chères étudiantes, chers étudiants, je vais m'arrêter là et il y aura bientôt une autre capsule qui va préciser plus en détail ce qu'est un grand récit de légitimation et qui va commenter le livre de Louki Bersianic intitulé « Pique-nique sur l'Acropole ». Je vous souhaite une bonne journée.